Merci, cher ami. Et j'ai à mon tour de remercier le bureau de l'ASMEDIAN pour l'organisation du congrès et pour le programme scientifique très riche et diversifié. Et je veux remercier aussi le professeur Abeynou pour sa présentation qui était très exhaustive et qui va me faciliter la tâche pour l'interprétation des différents profils glycémiques ambulatoires. Et sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et comme vous le savez, donc, la mesure continue du glucose a révolutionné notre vision de la maladie diabétique, aussi bien nous les médecins que les patients diabétiques. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que font les systèmes de CGM aux patients, mais c'est plutôt ce que font les patients de ces systèmes. En effet, l'optimisation du bénéfice de la mesure continue du glucose passe obligatoirement par une formation des professionnels de santé et une éducation thérapeutique. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit cette présentation qui aura donc comme objectif d'établir un petit guide pratique pour l'interprétation des profils glycémiques ambulatoires en adoptant une approche par étapes. Et par la suite, on va appliquer cette approche sur des cas cliniques pratiques de la vie réelle. Donc, le profil glycémique ambulatoire, comme l'a souligné le professeur Abeynou, se comporte de 3 grandes sections. La première, c'est la section des paramètres statistiques, aussi bien de qualité de l'enregistrement que de l'équilibre glycémique. La seconde, c'est le profil de tendance glycémique. Et la troisième, c'est le profil des glycémies quotidiennes. Donc, pour interpréter un profil glycémique ambulatoire, je vous propose une approche par étapes sous forme de 4 questions auxquelles on va essayer de répondre petit à petit. Donc, tout d'abord, on va s'interroger sur la qualité de l'AGP. Par la suite, on va se demander quel est le problème pour l'équilibre glycémique qui se pose chez notre patient. Par la suite, on va déterminer quand ce problème va-t-il survenir. Et la dernière étape, c'est donc de résoudre ce problème. Les réponses à ces questions, on va les trouver bien évidemment dans l'AGP, mais aussi dans l'interrogatoire et l'examen clinique du patient qui va nous permettre d'expliquer les différentes anomalies qu'on a constatées. Donc, pour la première étape, qui est le contrôle de qualité, comme ça a été souligné par le professeur Abeynou, pour juger la qualité d'un CGM ou bien d'un AGP, il faut tout d'abord vérifier l'identité du patient, vérifier la durée d'enregistrement avec une durée minimale de 14 jours et le pourcentage d'activité du capteur qui est de l'ordre de 70% comme valeur minimale. Mais aussi, pour certains CGM, il faudra vérifier si le patient a fait les calibrations nécessaires et il faudra surtout à l'interrogatoire rechercher est-ce qu'il n'y a pas eu un événement intercurrent durant la période d'enregistrement. Si c'est le cas, par exemple une maladie ou bien une corticothérapie, la durée d'enregistrement en fait ne sera pas représentative de l'équilibre glycémique quotidien du patient. Donc la seconde étape est de rechercher le problème par rapport à l'équilibre glycémique chez notre patient. Et pour identifier le problème, il faudra d'abord définir les objectifs thérapeutiques. Là, je reprojette les objectifs thérapeutiques préconisés dans les dernières recommandations d'experts 2023. Donc, c'est des objectifs qui sont individualisés en fonction de l'âge du patient, des objectifs spécifiques pour les femmes enceintes, mais aussi la nouveauté, ça a été l'adoption d'objectifs spécifiques pour le patient diabétique de type 1 de découverte récente de moins de 5 ans. Et là, on est beaucoup plus exigeant et on va exiger un tir qui dépasse les 80% avec un taux d'hyperglycémie de niveau 1 de moins de 15%. Donc, une fois on a défini les objectifs, on va rechercher le problème. Donc, et les problèmes à rechercher par ordre hiérarchique sont d'abord les hypoglycémies, en vérifiant dans le temps au-dessous de la cible. Par la suite, on va rechercher les hyperglycémies. Et on va rechercher la variabilité glycémique en se basant sur le coefficient de variabilité. Et on termine par l'appréciation de l'équilibre global basé sur le GMI et sur le tir. Et finalement, si tout est dans l'ordre, on va conclure qu'il n'y a pas de problème. Donc maintenant, si on a identifié un problème quelconque, il faudra le situer dans le temps. Et donc dans ce cas, on va se baser sur la courbe des tendances glycémiques. Donc, pour ce qui est d'hypoglycémie, comme vous le constatez, l'objectif il est plus ou moins serré. Donc, on exige moins de 4% d'hypoglycémie de niveau 1 et moins de 1% de niveau 2.
Donc, pour les situer donc, au niveau de notre tendance quotidienne, il faudra se fier donc, à cette ligne donc, du 5e percentile. Et on va rechercher les moments de la journée où donc, cette ligne va plonger au-dessous donc, du seuil de 0,7. Pour les hyperglycémies donc, de niveau 1, on tolère jusqu'à 25%. Donc, on va rechercher les moments de la journée où la ligne du 75e percentile va dépasser donc, le seuil de 1,80. Pour les hyperglycémies de plus de 2,5, là, on exige donc, on a un taux de moins de 5%. Donc, on va rechercher les moments de la journée où donc, on a, la glycémie ou bien la ligne du 95e percentile dépasse le seuil de 2,5. Pour ce qui est de la variabilité glycémique, donc la variabilité glycémique intrajournalière est généralement donc, on a appréciée par l'étude qu'on a de la ligne médiane. Et donc, pour situer un petit peu la variabilité interjournalière, il faudra rechercher les moments de la journée où les espaces interquartiles et interdéciles sont bombés. Donc, lorsqu'on a un espace interquartile qui est épais, donc on est bombé par rapport à l'espace interdécile, donc qui est représenté ici en bleu foncé, donc il s'agit d'une variabilité qui est fréquente et elle témoigne beaucoup plus d'un problème thérapeutique, comme l'a souligné le professeur Abeynou. Par contre, lorsqu'on a des espaces interdéciles qui sont bombés, donc là, c'est plutôt une variabilité qui est occasionnelle et donc c'est beaucoup plus un problème comportemental, d'omission d'injection, bien d'activité physique donc non programmée. Le plus souvent, les deux espaces sont bombés et il s'agit à la fois d'un problème thérapeutique et d'un problème comportemental. Donc, pour résoudre le problème, donc, il faut analyser les profils quotidiens à la lumière de l'interrogatoire, donc on a sur la régularité des repas, l'activité physique, l'examen clinique à la recherche de lipodystrophie, comparer les jours de repos et les jours de travail. Donc là, c'est un petit peu des scénarios de la vraie vie qui sont importants à mémoriser, notamment pour les tendances glycémiques postprandiales. Donc là, c'est plutôt un tracé donc, qui témoigne d'un bolus prandial qui est correct. Ici, par exemple, on pourra suggérer beaucoup plus un problème du timing du bolus, un bolus qui a été pris juste avant le repas. Donc là, ça représente qu'on a un bolus qui est insuffisant ou éventuellement une alimentation qui a été riche en gras, ce qui fait que l'hyperglycémie se maintient donc, après l'injection du bolus. Et là, ça souligne beaucoup plus un bolus qui est fortement dosé. L'analyse des tendances nocturnes va nous permettre d'apprécier l'efficacité de notre basal, mais aussi de détecter le fameux phénomène de l'aube. Et maintenant, on va appliquer ces différentes étapes pour l'interprétation de cas cliniques pratiques. Et donc, on va commencer par le premier cas. C'est un de nos patients, donc un de mes premiers patients donc, que j'ai mis sous CGM. C'est M. Youssef. Donc, c'est un ingénieur de 30 ans qui est diabétique de type 1 depuis 10 ans. Et il est sous schéma basal bolus selon une insulinothérapie fonctionnelle. Donc, c'est un patient donc, qui fait une autosurveillance glycémique régulière, une activité physique régulière. Il se plaint de quelques hypoglycémies, donc on a surtout l'après-midi. Son examen clinique normal et sa dernière hémoglobine glyquée remonte à 6,5%. Donc, première étape, c'est contrôle de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Correct. Donc, est-ce qu'on valide? Donc, déjà, l'identité, elle est là. C'est bel et bien M. Youssef. Donc, la durée, c'est 28 jours. Donc, c'est correct, au-delà de 14 jours. Donc, le temps d'activité du capteur, c'est 100%. Donc, on valide. Il faudra aussi donc, voir est-ce que le patient a fait ses calibrations. Si c'est un patient qui est sous freestyle, donc il n'a pas besoin de calibrer. C'est à noter, c'est un patient qui était sous freestyle libre 1. C'est des tracés qui datent de 2020. Et il n'y a pas eu d'événement intercurrent. Donc, on valide la qualité de notre CGM. Donc, deuxième partie, c'est de souligner donc, où se trouve le problème ou bien quel est le problème posé par rapport à l'équilibre glycémique de notre patient. Les objectifs thérapeutiques, c'est l'objectif standard chez les patients diabétiques de type 1. On priorise donc, la baisse donc, des TBR et par la suite donc, l'augmentation donc, du time in range. Maintenant, voici les métriques de M. Youssef et qu'est-ce que vous en pensez? Donc, toujours, on va y aller de manière méthodique. Donc, les problèmes, qu'est-ce qu'on recherche en premier lieu? Les hypoglycémies. Donc, est-ce que M. Youssef présente une hypoglycémie? Oui. Donc, son TBR niveau 1, il est de 9%. C'est largement au-dessus des objectifs.
Est-ce qu'il y a un problème d'hyperglycémie? Oui, minime quand même, 7%. Est-ce qu'il a un problème de variabilité glycémique? Oui, donc son coefficient de variabilité, il est au-delà de 36%. Donc pour l'équilibre global, son GMI est à 6,7 et son time in range, il est inférieur aux objectifs. Donc une fois on a identifié les problèmes, on récapitule, c'est surtout un problème d'hypoglycémie et de variabilité glycémique avec un moindre problème d'hyperglycémie. Donc, on va situer ces problèmes dans le temps. Et donc, il faudra commencer par situer les repas et l'activité physique donc, on a de M. Youssef. Donc, première chose à rechercher, c'est les hypoglycémies. Donc, comme on a déjà précisé, donc, il faut voir les moments où la ligne donc, on a du 5e percentile va plonger au-dessous du seuil de 0,7. Donc, et comme vous le constatez, donc, M. Youssef présente des hypoglycémies donc, on a dans la période nocturne, mais aussi donc, on a le matin, concomitante à l'activité physique et en début de soirée. Donc, et comme vous le constatez ici, donc on voit même que la ligne, donc, je ne sais pas si le pointeur il marche, donc la ligne du 25e percentile, elle frôle le seuil de 0,7 entre 6h et 8h du matin, ce qui témoigne d'hypoglycémie fréquente durant cette période. Donc, pour ce qui est des hyperglycémies, donc pour les hyperglycémies niveau 1, elles ne posaient pas un réel problème. Donc, c'est essentiellement des hyperglycémies qui survenaient donc, en postprandial. Et donc, pour les hyperglycémies, donc, on a de plus de 2,5, c'est des hyperglycémies donc, on a qui survenaient la nuit, le matin et aussi donc, on a dans le début de la soirée. Par rapport à la variabilité glycémique, la variabilité intrajournalière est plus ou moins acceptable. Par contre, la variabilité interjournalière est très importante. Donc, à votre avis, c'est plus une variabilité comportementale ou bien une variabilité thérapeutique? Ou les deux? Oui, c'est à prédominance comportementale, mais on peut dire les deux à prédominance comportementale. Donc, une fois on a identifié les anomalies, il est toujours utile de prendre notre clinique pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, pour résoudre le problème, on va analyser les tracés quotidiennes de M. Youssef. Donc, il a des repas qui sont plus ou moins réguliers. Il fait toujours son activité physique l'après-midi. Il admet faire des repas festifs le week-end. Et là, vous le constatez, donc, on a sur les tracés, donc, on a du samedi-dimanche. Donc, on a aussi, donc, il a une bonne observance thérapeutique. L'autre, un élément important qu'on note sur l'analyse des tracés quotidiens, que M. Youssef, il avait une tendance à corriger excessivement les hyperglycémies au cours du week-end, ce qui l'exposait à des hypoglycémies. Aussi, la deuxième constatation qu'on fait sur ces deux tracés, c'est qu'il présente des hypoglycémies nocturnes. Et à votre avis, comment elles sont ces hypoglycémies? Asymptomatiques. Donc, on a des hypoglycémies prolongées, non ressenties. Comme vous le constatez, le patient, c'est un freestyle libre 1, je vous rappelle, donc il n'y avait pas d'alarme et il n'avait pas scanné, il n'y avait pas les petits boutons bleus, donc il n'y avait pas moyen de traiter ces hypoglycémies nocturnes. Donc, c'est aussi un de nos patients qui renseignait très bien son CGM. Et là, je vous invite à conseiller vos patients à renseigner leur CGM, surtout dans la période qui précède, dans les 14 jours qui précèdent la consultation. Donc, c'est un patient qui utilisait très bien ce petit crayon. Donc, du coup, sur son tracé, comparativement à un patient qui n'utilise pas cette fonction, on aura les moments des repas, la quantité de glucides prises, l'activité physique et même ses ratios, puisque c'était un patient qui était sous insulinothérapie fonctionnelle. Et lorsque vous apprenez à vos patients à faire ça, vous aurez dans votre CGM une analyse des tendances postprandiales, ce qui va vous permettre d'évaluer vos ratios. Et chez M. Youssef, donc les ratios sont plus ou moins corrects. Donc, la conduite à tenir était bien sûr de faire du renforcement positif. C'est un patient qui utilise assez bien son CGM. On a baissé les doses de basal et on avait envisagé une basale de deuxième génération. On a repris l'éducation thérapeutique surtout par rapport à la correction excessive des hyperglycémies et l'adaptation des doses par rapport à l'activité physique. Et c'est un éventuel candidat à une pompe avec une fonction arrêt avant hypo vu les hypoglycémies nocturnes non ressenties. Donc, le second cas, c'est le cas de Madame de Haye. C'est une étudiante de 24 ans qui est diabétique depuis 8 ans, soit un schéma basal bolus fixe. Elle ne fait pas beaucoup d'autosurveillance glycémique, souvent sédentaire, et il est toujours déséquilibré. Donc, chez cette patiente, on avait indiqué qu'on a une surveillance, une mesure continue du glucose.
Et donc, on commence par le contrôle qualité. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que vous validez? Non, on ne valide pas. Donc, pourquoi? Donc l'identité, c'est Madame Doua. La durée, c'est OK. Mais par contre, le temps d'activité du capteur est très faible. Donc, c'est pour ça. Donc, on ne va pas valider ce tracé et on va reprendre l'éducation de la patiente puisqu'on va la sensibiliser qu'un scanning insuffisant ou bien une perte de la connexion Bluetooth donc, on expose à une perte de données. Et on va la sensibiliser qu'il faut au moins vérifier sa glycémie 4 fois par jour, avant et après les repas, et dans la période matinale, au réveil et en bedtime. Au cours des jours de la maladie, il faut vérifier toutes les 4 heures. Et au cours de l'exercice physique, il faut vérifier toutes les 15 à 30 minutes et dans les 6 heures qui suivent l'exercice physique. Donc, des hypoglycémies. Non, il n'y a pas de problème, loin de là, 0% de TVR. Donc, est-ce qu'elle présente un problème d'hyperglycémie? Donc, c'est essentiellement un problème d'hyperglycémie. Donc, elle passe plus de 75% de son temps en hyperglycémie. La variabilité, donc, est acceptable, était de l'ordre de 30%. Donc, sur le plan équilibre global, son GMI est à 9,3 et son tir, bien sûr, il est nettement diminué à 19%. Donc, lorsqu'on analyse le tracé CGM, donc on constate qu'il y a une hyperglycémie toute la journée, diurne et nocturne. Donc, pour résoudre le problème, donc on va analyser donc on a les profils quotidiens et comme vous le constatez, cette tendance à l'hyperglycémie elle survient tous les jours de la semaine. Donc, dans votre partie clinique quotidienne, qu'est-ce que vous évoquez comme problème chez ces patients qui sont toujours en hyperglycémie? Une phobie des hypoglycémies. Et comme vous le constatez, donc on a sur ce tracé, donc on a Madame Doua, dès qu'elle sent que sa glycémie rentre dans la cible, elle va se resucrer. Et c'est une tendance qui est assez récurrente. Donc c'est effectivement le problème qu'on avait trouvé chez Madame Doua. Donc aussi les problèmes qu'on pourrait évoquer, c'est surtout les problèmes de conservation d'insuline, d'un traitement insuffisant, d'omission des injections, bien un problème au niveau des techniques d'injection. Donc bien sûr, on a constaté que c'était un problème essentiellement éducatif. On a sensibilisé la patiente sur l'importance de la mesure continue du glucose qui va l'aider à surmonter cette phobie des hypoglycémies. Donc le troisième cas clinique est celui c'est pas un cas du service, c'est un cas emprunté à la littérature. Donc c'est une patiente de 32 ans, secrétaire. Elle a une forte hérédité diabétique. Elle a été diagnostiquée avec un diabète gestationnel à 9 semaines d'aménorrhée. Actuellement, elle est à 20 semaines d'aménorrhée. Elle a été mise sous mesure diététique, puis sous basal bolus. Donc, on avait indiqué chez elle une mesure continue du glucose. Donc, avant, bien sûr, toujours la première étape, contrôle qualité. Et là, je crois qu'on est bien rodé. La qualité, elle est excellente et on va passer. La seconde étape, et là, il faut faire attention. Donc, les objectifs thérapeutiques de cette patiente sont différents. C'est un diabète gestationnel, donc on est plus exigeant en termes de time in range, donc on exige plus de 90% et moins de 5% d'hyperglycémie supérieure à 1,40. Là, je vous projette les métriques de la patiente et qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Est-ce qu'elle est bien? Il n'y a pas de problème? Pas de problème? C'est calibration. Donc, au fait, on ne peut pas dire s'il y a un problème ou il n'y a pas de problème, puisque les paramètres, donc la cible, là, il a été maintenue aux cibles réglées par défaut au niveau du CGM. Donc, bien sûr, lorsqu'on regarde le tracé, on a tendance à dire que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais la cible, elle est entre 70 et 1,80. Donc, quand on a modifié la cible, donc entre 0,63 et 1,40, donc on va pouvoir interpréter un petit peu, est-ce qu'il y a des hypoglycémies
donc la patiente ne fait pas d'hypoglycémie. Pour les hyperglycémies, là on est exigeant, donc on veut moins de 5% d'hyperglycémie de plus de 1,40 et donc c'est là on va se fier à la ligne du 95e percentile et on va rechercher les moments où elle dépasse la cible. Et c'est essentiellement donc on a en postprandial le matin et le dîner et surtout une tendance en début de la nuit à l'hyperglycémie. Donc sa variabilité était donc acceptable aussi bien inter qu'intra-journalière. Donc, en analyse des profils quotidiens, c'est aussi une patiente qui est renseignée donc, dans son CGM, au moins donc, pour la prise d'alimentation. Donc, c'est une patiente qui généralement fixe ses glucides, mais admet faire quelques erreurs occasionnelles, surtout le matin. Et le soir, elle prend des repas qui sont beaucoup plus riches en gras, ce qui explique cette tendance qu'on avait à l'hyperglycémie au début de soirée. Donc, par rapport à l'injection du bolus, elle fait son injection juste avant le repas. Et donc, par rapport au matin, cette tendance à l'hyperglycémie est retrouvée sur plusieurs jours. Donc, c'est pour cela qu'on a préconisé chez cette patiente un changement du timing du bolus. Un bolus administré 15 à 20 minutes avant le repas permet de décapiter cette excursion hyperglycémique. Et bien sûr, on va éviter les repas gras le soir. Donc, quatrième cas clinique, c'est le cas de M. Ayman. C'est un patient de 25 ans, sans antécédent, diabétique de type 1, diagnostiqué il y a 1 an, sous insulinothérapie fonctionnelle. C'est un patient qui est très actif sur le plan physique et qui a des repas qui sont réguliers, mais il est décalé dans le temps. Il se réveille assez tard. Donc, toujours contrôle de qualité. Et là, je vous présente que des CGM qui sont de bonne qualité, donc on va valider. Et maintenant, quel est le problème? Donc, avant tout, il faudra définir les objectifs thérapeutiques. Et là, souvenez-vous, c'est un diabète diagnostiqué il y a 1 année. Donc, on va y aller vers des objectifs plus serrés avec une cible de tir qui dépasse les 80% et des hyperglycémies niveau 1, moins de 15%. Donc, c'est les métriques de M. Ayman. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours par ordre hiérarchique. Est-ce qu'il y a un problème d'hypoglycémie? Non. Donc, il y a beaucoup plus un problème d'hyperglycémie. Donc, est-ce que le patient présente un problème de variabilité glycémique? Non, limite, ça dépasse les 33%, mais l'objectif, c'est généralement 36%. Donc, à l'analyse du tracé de M. Ayman, c'est un problème d'hyperglycémie, donc on doit voir les moments où survient cette hyperglycémie. Donc, c'est une hyperglycémie, comme vous le constatez, qui survient toute la nuit. Et au début de la matinée. Il survient dans les périodes postprandiales et en début de soirée. Donc, pour la variabilité intrajournalière, elle est quand même considérable. Et pour la variabilité interjournalière, donc, elle est là aussi considérable, même si elle n'a pas atteint le seuil d'instabilité glycémique. Donc, mais ce qui nous a interpellés sur ce tracé, c'est cette tendance qu'on retrouve ici. Donc, après le dîner, il a tendance à faire baisser sa glycémie, puis par la suite, la glycémie va augmenter, ce qui suggère beaucoup plus un problème de basale qui est insuffisante. Mais paradoxalement, il commence à baisser sa glycémie ici, on n'arrivait pas à expliquer. Donc, lorsqu'on a repris l'interrogatoire avec M. Ayman, donc M. Ayman, il faisait des corrections, donc on a des hyperglycémies le soir et il prenait des bolus de correction, ce qui explique un petit peu cette tendance qu'on va retrouver et cette variabilité nocturne vers 3h à 4h du matin. Donc, bien sûr, il faudra toujours prendre notre clinique. Et donc, on a comme ajustement thérapeutique, en analysant ses profils quotidiens à la lumière de l'interrogatoire, c'est un patient qui calcule correctement ses glucides, quelques erreurs occasionnelles, il consomme une teneur de protéines assez importante le matin, c'est un sportif, et il prend beaucoup de gras, donc on a parfois le soir. Son activité physique est généralement une activité d'endurance, mais il fait des efforts de résistance et d'exercice intense, ce qui explique les tendances d'hyperglycémie qu'il fait en post-activité physique les jours de l'entraînement intense qui sont le samedi et le lundi. Donc, c'est une tendance qui est retrouvée régulièrement les samedis et les lundis. Donc, il ne tient pas compte des flèches de tendance pour la correction de ces bolus et pour encadrer son activité physique. Donc, on a repris l'éducation avec M. Ayman. Donc, on a sur l'utilisation surtout des flèches de tendance et on a augmenté le ratio de rapide du matin puisque on avait une variabilité à la fois comportementale et thérapeutique et on a maintenu plutôt le ratio du déjeuner et on a maintenu le ratio du matin puisque c'était beaucoup plus un problème comportemental.
Et là, je vous invite à encourager vos patients à utiliser les flèches de tendance pour les corrections. Donc, on a des bolus de rapide. Donc, c'est les abacs donc, on a spécifiques au freestyle libre. Donc, c'est des abacs qui sont donc, on a très simplifiés. Il existe d'autres abacs plus complexes avec donc, le coefficient de sensibilité à l'insuline. Donc là, c'est une référence très intéressante. Donc, c'est une prise de position conjointe de l'ADA, le ASD et l'ISPAD sur l'encadrement de l'activité physique selon les flèches de tendance. C'est une référence très importante que je vous invite à consulter. Donc, après 3 mois, on a revu M. Ayman. Donc, il y avait bien sûr une nette amélioration donc, par rapport aux hyperglycémies. Donc, il a amélioré un petit peu donc, son tir et sa variabilité donc, on a été un peu mieux. Donc, comme vous le constatez, cette variabilité qu'on constatait au début, bien, après l'activité physique, a été considérablement réduite après 3 mois et on ne retrouve plus ces excursions d'hyperglycémie, soit suite à l'effort intense et aux exercices de résistance. Mais il présente toujours l'hyperglycémie nocturne en début de matinée et là, on voit clairement que sa basale est insuffisante. Donc, chez ce patient, on avait augmenté les doses de glargine et on l'a revu 15 jours par la suite. Et il était dans tous ses états, il était anxieux, donc puisqu'il a fait beaucoup d'hypoglycémie. Et il était très dérangé par ses hypoglycémies et il commençait à se resucrer de manière anarchique. Et donc, ceci s'est traduit. Donc, effectivement, on avait 4% d'hypoglycémie niveau 1 et une variabilité qui est très importante qui le fait rentrer dans le stade d'instabilité glycémique. Là aussi, donc, on a sur l'analyse des tendances quotidiennes, c'est des hypoglycémies nocturnes essentiellement, donc on a avec un resucrage anarchique, ce qui explique la variabilité glycémique. Donc, on a décidé de switcher vers une basale de 2e génération. Donc, et là, on a eu de très bons résultats, puisque le patient était nettement plus stable. Donc, la variabilité glycémique a été nettement réduite, les taux d'hypoglycémie aussi, et donc, la plage dans la cible était revenue dans les objectifs. Donc, le 5e cas clinique, c'est le cas de Mme Saïda. Donc, c'est une patiente de 63 ans qui est retraitée. Donc, c'est une patiente qui a une ostéoporose, une cardiopathie ischémique, plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Elle est sous forte dose de glargine, pleine dose de glimépéride, sous empagliflozine, metformine, en plus du traitement de l'ostéoporose et donc, de la cardiopathie ischémique. Donc, c'est une patiente qui admet faire des erreurs hygiéno-diététiques qui étaient essentiellement en rapport avec la sensation de faim et les hypoglycémies à répétition. Donc, toujours, on a demandé une mesure continue du glucose chez cette patiente, toujours contrôle de qualité qui était très satisfaisant. Et là, il faut faire attention par rapport aux objectifs thérapeutiques. C'est une femme qui est âgée, qui a plusieurs comorbidités, donc on va accepter plus ou moins un tiers de 50%. Et on ne va pas tolérer donc on a les hypoglycémies et on va éviter donc on a les hyperglycémies donc on a très importantes. Donc toujours on commence par l'analyse, donc on commence par les hypoglycémies et on constate que Mme Saïda elle présentait des hypoglycémies très fréquentes avec un TBR de niveau 1 qui est de 6%. Donc pour les hyperglycémies il n'y avait pas de problème mais elle avait quand même une variabilité glycémique importante. Donc lorsqu'on analyse donc on a ces CGM, donc on constate que les hypoglycémies sont à la fois nocturnes, qui témoignent clairement d'une basale qui était surdosée, et aussi donc on a, au cours de l'après-midi qui témoigne d'un surdosage en sulfamide. La variabilité donc on a, intrajournalière était considérable, et aussi la variabilité interjournalière, donc on a à la fois comportementale et thérapeutique. Donc, après prise de notes cliniques, on a analysé les profils quotidiens. C'est une patiente là qu'on a constaté qu'elle avait une tendance à se resucrer excessivement lorsqu'elle fait des hypoglycémies. Et lorsqu'on a creusé, on a retrouvé qu'elle se fiait à sa mesure continue ou bien à son capteur pour corriger les hypoglycémies avec un phénomène de scanning compulsif, ce qui aboutit, comme l'a souligné le professeur Abeynou, à une correction excessive des hypoglycémies. Donc, on a repris l'éducation et on a allégé le traitement en arrêtant le glimépéride, on a introduit le dualaglutide, on a diminué les doses de glargine et on l'a éduqué à autotitrer sa basale. Donc, l'évolution, après 1 mois, elle a baissé ses doses de glargine de 50%. Les hypoglycémies étaient nettement réduites, donc sa variabilité a été aussi améliorée et ses time in range et time above the range étaient dans les objectifs. Donc, elle admet toujours faire quelques erreurs, et là, on le constate sur ses profils quotidiens, avec quelques hypoglycémies, mais qui restent quand même dans les objectifs thérapeutiques.
Donc, dernier cas clinique, c'est celui de M. Hicham. Donc, c'est un patient diabétique de 27 ans, sous basal bolus, donc on a sous une insulinothérapie fonctionnelle, sous surveillance continue du glucose depuis plus de 3 ans, et il l'utilise de façon très optimale. Il utilise les flèches de tendance, les fonctions avancées d'analyse rétrospective, et là, bien sûr, toujours une qualité irréprochable de CGM. Donc, les objectifs, c'est les objectifs standards d'un diabétique de type 1. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'on peut enfin dire qu'il n'y a pas de problème? Ben, effectivement, il n'y a pas de problème. Donc, tout est dans l'ordre. Donc, en analysant donc, sa courbe de tendance glycémique, même le freestyle, il nous dit qu'il n'y a aucune tendance de glucose indésirable détectée. Donc, la courbe, elle se rapproche, professeur Abeynou, de la courbe PEC, donc quoi qu'elle n'est pas donc, tout à fait parfaite. Est-ce qu'on est content? Bien sûr qu'on est content. Mais est-ce qu'on est satisfait? Peut-être pas. Professeur Abeynou nous a parlé du time insight range. Donc, c'est peut-être les objectifs qu'on va viser ultérieurement chez ces patients. Ceci dit, et pour conclure, cette fameuse courbe PEC demande beaucoup d'efforts aux patients diabétiques de type 1, aux parents des enfants diabétiques et à nous les médecins. Si bien lorsqu'on l'obtient, pour nous, c'est une œuvre d'art de savoir-faire et de savoir-être et qui mérite d'être exposée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. Désolée pour le temps. Ah, mais c'était très instructif et très riche. La parole est à la salle pour des questions. Par rapport à la courbe où vous avez montré, la courbe qui était trop belle pour être vraie, oui. La première, pas la deuxième. Je n'ai pas bien saisi le souci chez ce patient-là. Une patiente, c'était une patiente. Oui, je passe en mode diaporama. Est-ce que vous pouvez nous reprojeter celle du dernier patient? Je pense que c'est une patiente enceinte. Oui. Donc, la patiente enceinte, je ne sais pas si on peut avoir le diaporama de nouveau. Si on peut avoir le diaporama de nouveau. Oui. Donc, c'était le troisième cas clinique. Donc, là, c'est la première courbe. Donc, comme vous remarquez ici, donc, la plage cible, elle est entre 0,7 et 1,80. Donc, chez une femme qui est enceinte. Et alors que l'objectif en cas de diabète gestationnel, c'est entre 0,63 et 1,40. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le soin de souligner, de modifier les métriques du CGM qui sont installées par défaut entre 0,7 et 1,80. Et par la suite, lorsqu'on a modifié, on a pu obtenir un tracé qui est quand même interprétable chez cette patiente. C'était très clair. Merci beaucoup. Merci pour les explications. Merci beaucoup.